Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Vladimiro Silva, qui est donc le fondateur de Ferticentro, qui est une clinique au Portugal. Et bon, bah, juste pour vous dire combien on vient d'ouvrir une partie volontariat et une partie donation à la Société européenne de fertilité. Donc, si vous voulez y participer, je vous laisse l'information sur le chat. Et voilà, bah, je vous laisse avec le docteur. Bonjour à tous. Je- Enchanté d'être ici. Merci à la Société européenne de la fertilité de m'avoir invité pour être ici. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur cet après-midi. Aujourd'hui, bon, et tout d'abord, désolé pour le problème technique que nous avons eu dans la semaine dernière. En réalité, c'était pas possible pour moi de me rendre disponible. Pour le webinaire, aussi, je pensais que c'était à 7 heures et pas à 5 heures, heure portugaise. Bon, maintenant, on va parler aujourd'hui de cet webinaire est sur tout congelé, la stratégie de la FIV expliquée, pourquoi et quand dois-je congeler tous les embryons. Bon, en réalité, ça, c'est une question qui arrive pas mal de fois. Nous avons, nos patients nous demandent souvent ce type de questions. En réalité, c'est pas, la réponse n'est pas évidente, mais on va un peu parcourir ce qui est un traitement de FIV et on va essayer de comprendre les types de décisions que nous devrons prendre. Tout d'abord, il faut dire que contrôler les résultats d'une FIV, c'est pas simple. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent affecter la probabilité de réussite. Tout d'abord, la qualité des ovocytes, la qualité des spermatozoïdes, le développement de l'embryon, le type d'utérus, les conditions utérines d'implantation, l'équilibre hormonal de la femme, enfin, il y a tout un ensemble de choses qui peuvent affecter les résultats d'une FIV. Et donc, quand on parle de tout congeler, on parle d'une stratégie pour avoir plus de contrôle sur le traitement qu'on va faire. Donc, c'est tout une question tout d'abord d'optimisation des résultats et ensuite, bien sûr, de contrôler le nombre plus élevé de facteurs que possible. Alors, quelles sont les étapes d'une FIV? Bon, on commence pour faire une stimulation ovarienne. Cette stimulation sert pour stimuler les ovaires à produire une quantité d'ovocytes élevée sous un contrôle hormonal correct. C'est-à-dire, normalement, les femmes, dans un cycle menstruel normal, elles sont capables de produire un ovocyte à la fois, à chaque mois, un ovocyte à libérer. Mais les femmes sont nées avec environ 2 millions de follicules ovariens, qui ne sont pas des follicules matures, bien sûr, mais entre le premier jour des premières règles d'une femme et le dernier jour des dernières règles d'une femme, c'est-à-dire entre la ménarque et la ménopause, une femme normalement est capable de produire environ 400 ovocytes. Donc, il y a, et bien sûr, à l'âge de du premier cycle menstruel, les femmes ont encore environ 400 000 ovocytes. 400 000 follicules primordiaux, ce ne sont pas des ovocytes matures. Donc, ça signifie qu'on peut faire des stimulations un peu plus agressives parce qu'il y a encore pas mal de follicules disponibles pour être ovulés. Donc, quand on fait une FIV, la première étape, c'est de faire une stimulation ovarienne pour avoir, au lieu d'un seul ovocyte produit, un nombre supérieur, idéalement entre 8, 15, peut-être 25 ovocytes en même temps, parce que ça augmente, bien sûr, les probabilités pour avoir un enfant. Ensuite, quand les follicules ovariens sont bien développés, on fait ce que nous appelons la ponction ovocytaire, où nous prélevons des ovocytes depuis des ovaires sous sédation. Après prélever les ovocytes, on va féconder les ovocytes. Les ovocytes prélevés sont fécondés. Ensuite, on obtient des embryons. Ces embryons sont mis en culture et son développement est surveillé soigneusement 24 sur 24
24 heures pour identifier les embryons avec un potentiel d'implantation plus élevé. Dans certains cas, nous pouvons aussi faire un diagnostic préimplantatoire pour identifier les embryons les plus viables ou au moins pour vérifier la constitution chromosomique des embryons. Quand les embryons sont de bonne qualité ou remplissent les caractéristiques de qualité demandées pour le transfert embryonnaire, on fait le transfert, c'est-à-dire on fait le transfert de ces embryons vers l'utérus et bien sûr, il faut que l'utérus soit préparé pour le recevoir. Euh, c'est webinaire, quand on parle de tout congeler, okay, c'est un moment où nous parlons de la possibilité d'interrompre ce processus, c'est-à-dire on parle de la division entre le moment d'obtention des embryons et le moment où ces embryons sont transférés vers l'utérus. Et donc, cette décision, la décision autour du transfert embryonnaire est la décision est le moment plus critique de tout le processus. Et donc, quels sont les facteurs qui affectent notre décision? Bon, tout d'abord, la progestérone, le niveau de progestérone et le risque d'avoir un syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, tout d'abord, la progestérone est une hormone qui est produite par le corps jaune, c'est-à-dire après l'ovulation, ce qui reste du follicule ovulatoire va produire de l'hormone progestérone. Cette progestérone est très importante pour l'implantation de l'embryon dans l'utérus. C'est elle qui détermine ce que nous appelons la fenêtre d'implantation. Mais par contre, il faut avoir présente qu'une augmentation précoce de la progestérone, c'est-à-dire pour un niveau supérieur à 1,5 nanogrammes par millilitre, ça peut faire diminuer les chances d'implantation. Et donc, il faut contrôler cette hormone parce que si la progestérone est trop élevée, c'est préférable de congeler les embryons au lieu d'avancer avec le transfert vers l'utérus. Une autre chose qui est aussi très importante, c'est le syndrome d'hyperstimulation ovarienne. C'est par quelque raison nous avons une femme qui a une réponse exagérée à la stimulation ovarienne, qui a un nombre assez grand de follicules qui est, disons, aux limites. Euh, donc, dans ces situations, ça peut être difficile, ça peut être dangereux, pardon, et donc il faut prendre des mesures pour éviter une aggravation de la situation. Et dans ce cas, une des solutions, c'est déclencher de l'ovulation d'une façon qui ne permette pas le transfert embryonnaire. Donc, ce sont des raisons pour lesquelles nous sommes parfois obligés à avoir une division entre le moment de création des embryons et le moment du transfert de ces mêmes embryons vers l'utérus. Une autre chose qui est très importante, qui oblige à congeler les embryons, c'est la fenêtre d'implantation. On va parler de ça un peu plus tard dans cette présentation, mais ça, c'est un sujet que de plus en plus nous concerne parce qu'il faut être sûr que l'utérus a les meilleures conditions possibles pour recevoir et implanter les embryons. Et donc, parce qu'on sait qu'un transfert embryonnaire hors de la fenêtre d'implantation aura très peu de chances que les embryons s'implantent, et en même temps, ça peut causer, et donc ça va faire diminuer les chances la probabilité de grossesse. Donc, c'est préférable d'avoir les embryons congelés, attendre le meilleur moment pour le transfert embryonnaire et ne faire pas le transfert qu'au moment idéal pour le développement des embryons. Et bien sûr, il y a la question de l'épaisseur de l'endomètre parce que on sait qu'idéalement, il faut avoir un minimum de 8 mm d'épaisseur de l'endomètre, bien sûr à partir de 7 mm et bien sûr avec certaines caractéristiques échographiques, l'endomètre peut déjà être préparé pour recevoir et implanter un embryon. Et bien sûr, il faut être préparé pour congeler les embryons pour essayer d'avoir le meilleur endomètre possible. Donc, c'est préférable de faire ça que d'avancer le transfert pour éviter la congélation. Actuellement, nous avons beaucoup de confiance sur la congélation des embryons et donc c'est absolument préférable de
congeler les embryons et attendre le meilleur moment pour le transfert embryonnaire que d'avancer avec un transfert embryonnaire dans des conditions qui ne sont pas les idéales. Euh, donc, je vais parler un peu plus de chacun de ces sujets. Dans le cas de la progestérone et du risque de syndrome d'hyperstimulation ovarienne, euh, donc, comme je disais, la progestérone est une hormone qui est très importante pour préparer l'endomètre. Quand on fait une préparation de l'endomètre, c'est la progestérone qui va faire la conversion de la phase proliférative dans la phase sécrétoire de l'endomètre. La phase proliférative, c'est la phase dans laquelle l'endomètre va simplement grandir. La phase sécrétoire, c'est quand l'endomètre devient être plus vascularisé, plus préparé pour recevoir et renouveler un embryon avec un réseau de vases sanguins et pour permettre l'implantation. Et donc, c'est très important pour cette raison de contrôler les niveaux de progestérone. Parce que, bien sûr, si la phase sécrétoire commence trop tôt, au moment où nous allons faire le transfert embryonnaire, l'endomètre n'est plus préparé pour recevoir les embryons. La question du syndrome d'hyperstimulation ovarienne, je vous ai déjà parlé, mais c'est toutefois ajouter ça. Une des premiers signes du syndrome d'hyperstimulation ovarienne, c'est une augmentation précoce de la progestérone. Donc, les deux choses sont liées et donc, ce sont des choses ce sont des raisons pour tout congeler et décaler le transfert embryonnaire. Et parfois, même si on n'a pas ces problèmes, juste pour les éviter dès le début, c'est préférable de tout congeler et aller un peu plus aux limites dans la stimulation. C'est-à-dire parfois, les ovaires ne sont déjà pas déjà plus au moment idéal, et donc c'est peut-être préférable de faire une stimulation légèrement plus forte, risquant légèrement une hyperstimulation ovarienne, mais ça nous permet en même temps d'avoir un nombre plus élevé d'ovocytes, c'est-à-dire c'est une manière de mettre le plus de chances possible dans le côté des patients. Donc, c'est une chose à voir, c'est une décision à prendre. Actuellement, la tendance au niveau international, c'est d'aller aux limites de ce qu'on peut faire dans les limites de la sécurité pour avoir un nombre plus élevé possible d'ovocytes de bonne qualité et laisser le transfert embryonnaire pour un deuxième moment, c'est-à-dire congelant les embryons obtenus et faire le transfert dans une préparation qui sera faite plus tard. Donc, ce que je disais, c'est que si nous déclenchons l'ovulation avec un médicament qui s'appelle Decapeptyl au lieu d'un autre médicament qui s'appelle Ovitrel, le risque d'hyperstimulation sera presque nul, mais on ne peut pas faire le transfert embryonnaire parce que l'utérus ne sera pas préparé pour recevoir les embryons. Et donc, il faut bien sûr penser aux deux stratégies, mais actuellement, nous sommes plus à faveur. Donc, cette raison pour tout congeler est une raison d'optimisation du nombre d'ovocytes et optimisation de la quantité et qualité des embryons disponibles. Okay? Et donc, la congélation, parce que les autres raisons que je vais indiquer sont des raisons associées à la capacité de l'utérus pour recevoir les embryons. Donc, ce premier risque est associé surtout à notre capacité de faire une stimulation efficace. Bon, l'autre chose qui est très importante dans ce sujet, c'est la fenêtre d'implantation. Parce qu'on sait que dans une situation physiologique, c'est-à-dire une situation normale dans laquelle on n'a pas de pathologie, on sait que après 120 heures d'exposition à la progestérone, l'utérus des femmes est préparé pour recevoir un embryon à J5 parce que 120 heures sont 5 jours. Bien sûr, on sait que parfois, il y a des femmes pour lesquelles l'endomètre ne sera pas préparé pour recevoir les embryons
Ag5 qu'après 144 heures ou 169 heures de progestérone, c'est-à-dire 6 ou 7 jours d'exposition à la progestérone, ou au contraire, parfois après 96 heures d'exposition à la progestérone, l'utérus est déjà préparé pour recevoir et implanter des embryons. Donc, il faut, surtout pour des femmes qui ont une histoire d'échec préalable, c'est-à-dire minimum 3 échecs avec la même stratégie, on peut essayer, on peut tester la réceptivité utérine et nous n'avançons pas avec le transfert embryonnaire qu'après être sûr de que nous avons les meilleures conditions possibles et de que nous avons découvert le bon moment pour le transfert embryonnaire. Bien sûr, pour que ça soit possible, il faut congeler les embryons parce que si nous sommes dans un cycle synchronisé, parfois c'est extrêmement difficile d'avoir un endomètre avec un épaisseur approprié dans le bon moment de la fenêtre d'implantation, surtout pour certains types de cycles. Par exemple, si on fait un traitement avec d'endovocytes, il faut contrôler la donneuse en même temps qu'on prépare la receveuse. Donc, pour tout optimiser, pour contrôler le nombre plus élevé de facteurs possibles, l'idéal, c'est de tout congeler, attendre le bon moment, c'est-à-dire, dans un premier moment, on se concentre dans l'obtention des meilleurs embryons possibles. Dans un deuxième moment, on se concentre dans le transfert embryonnaire dans les meilleures conditions possibles aussi. Okay? Donc, pour cette question de la fenêtre d'implantation, nous utilisons le test ERA. Il y a d'autres tests. Par exemple, en France, vous avez le WIN-test. Il y a aussi d'autres tests au marché, le RMAP, le RPIC. Enfin, il y a pas mal de solutions disponibles. Nous travaillons essentiellement avec le test ERA du laboratoire Egenomics. Et si vous avez une petite explication de comment ça se passe pour expliquer où est la fenêtre d'implantation. Vous voyez qu'à partir de l'ovulation, on sait que la fenêtre d'implantation sera entre J19 et J21 du cycle. Okay, ça sera dans une situation physiologique. Avec le test ERA, on fait une préparation d'utérus pareille à celle qu'on fait pour les transferts d'embryons congelés ou pour des cycles avec d'endovocytes, sauf qu'au jour du transfert embryonnaire, au lieu de faire le transfert embryonnaire, on fait une toute petite biopsie de l'utérus. C'est quelque chose qui peut être pratiqué dans un cabinet médical au centre-ville. C'est pas quelque chose qui soit obligatoirement fait dans un milieu hospitalier, disons. Et donc, on fait cette biopsie et on va étudier 248 gènes associés au procès d'implantation. Le résultat sera une de 3 possibilités. Endomètre réceptif, endomètre poche réceptif, c'est-à-dire c'est déjà trop tard, ou au contraire endomètre réceptif, c'est-à-dire il va devenir réceptif dans, par exemple, 24 heures, 48 heures, quoi que ce soit. Okay? Et donc, ça nous permet, ici, c'est un exemple d'un rapport réel. Okay? Par exemple, dans cette femme, la recommandation du test ERA, c'est que le transfert d'un blastocyste, c'est un embryon J5 ou J6, devra être fait après 143 heures, plus ou moins 3 heures d'administration de progestérone. Okay? C'est-à-dire un jour plus tard que le moment où la biopsie de l'endomètre a été pratiquée. Okay? Ils disent aussi que c'est pas nécessaire de faire une deuxième biopsie de l'endomètre parce que les résultats étaient clairs, étaient informatifs. Donc, ça nous permet d'optimiser les chances d'implantation pour les femmes. Encore une fois, ceci est un test invasif, c'est un test qui implique, qui n'est pas qui est relativement cher. Donc, on laisse ce type de test pour les cas dans lesquels nous avons une histoire préalable d'échec, mais bien sûr, ça, c'est quelque chose que nous croyons que ça peut vraiment aider. Et bien sûr, ça, pour le faire, il faut congeler les embryons, parce que d'autre manière, nous aurons toujours le risque de perdre la synchronisation entre l'endomètre et l'embryon. Okay? Donc, pour avoir un contrôle complet de la situation, il faut vraiment tout congeler. Par exemple, ici, ce sont un peu de statistiques publiées par le laboratoire Egenomics. Et là, vous verrez dans le côté gauche que
d'une façon générale, le taux de grossesse après un transfert d'embryon congelé est de 42%, mais quand on passe au transfert embryonnaire personnalisé, c'est-à-dire selon les indications du test d'ERA, on augmente de 42 à 56%. C'est une différence énorme. L'autre chose, c'est le taux de grossesse cumulative, c'est-à-dire après plusieurs tentatives, on passe de 55% à 71%. Donc, ça augmente 16%. Ça augmente 16%. OK? Donc, voilà, c'est un vrai avantage et c'est pour ça que nous pratiquons ce type de test plus en plus et bien sûr, ça implique la congélation de tous les embryons. Un autre facteur qui était dans la liste de laquelle je vous ai parlé, c'est l'épaisseur de l'endomètre. L'idéal, c'est avoir une épaisseur d'au moins 8 mm. Donc, bien sûr, parfois, à partir de 7 mm, c'est déjà possible de faire le transfert, mais le message le plus important, c'est qu'il faut vraiment essayer d'optimiser les conditions pour avoir une bonne implantation des embryons dans l'utérus. Je vous montre par exemple, ce sont les résultats d'une étude qui a été publiée il y a quelques ans. Et là, vous verrez que à partir de 8 mm, il n'y a pas une différence significative entre la probabilité de grossesse. Okay? Mais si nous sommes dans des valeurs inférieures à 8, ça fait un peu de différence. Donc, l'idéal, c'est comme je dis, c'est avoir un minimum de 8 mm. 7 mm, c'est déjà pas mal. 6 mm, bon, c'est pas impossible, mais c'est la moitié de l'idéal. OK? Donc, pour cette raison, nous essayons toujours d'atteindre un minimum de 8 mm et parfois, les endomètres, les utérus, parfois, ont besoin d'un peu plus de temps pour arriver à 8 mm. Et donc, pour cette raison aussi, il y a des cas dans lesquels c'est préférable de congeler les embryons, recommencer un cycle dédié avec un dosage approprié d'estrogène pour assurer que l'endomètre arrive à au moins 8 mm. Bon, il y a d'autres types de situations dans lesquelles nous congelons tous les embryons. C'est le diagnostic génétique préimplantatoire et là, on le fait, ce que nous appelons le PGT1, pour dépister les aneuploïdies. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des anomalies chromosomiques numériques. C'est le PGT-SR pour dépister la présence de réarrangements structurels chez les embryons. Et le PGT-M, c'est le DPI pour les maladies monogéniques. Okay? Je ne vais pas parler d'une façon très détaillée de ce sujet, mais je peux vous dire que très rapidement, donc, désolé, ok, partons. Il y a une petite confusion avec les diapositives. Ok, 30 secondes. Bon, c'est ça. Alors, bon, je suis désolé, mais il y a une petite confusion. On va changer entre les différentes diapositives. Bon, qu'est-ce que c'est donc le PGTA? Le PGTA, c'est-à-dire le DPI pour les maladies monogéniques, pardon, pour le PGTA, les DPI pour dépister les aneuploïdies, ce sont des altérations chromosomiques numériques. Ce type d'altérations sont essentiellement associées à l'âge féminin. C'est-à-dire les femmes, surtout à partir des 35 ans, ont une probabilité plus élevée, je vais montrer ici, d'avoir des ovocytes porteurs d'anomalies. On voit que le risque d'avoir un embryon aneuploïde, c'est-à-dire avec une altération chromosomique numérique, chez les donneuses d'ovocytes, c'est-à-dire avant les 35 ans, c'est de 36 à 40%. C'est le normal chez les humains. On ne peut pas aller, c'est le minimum, c'est-à-dire ces risques existent toujours, c'est pas possible de l'éliminer, c'est-à-dire seulement 60% des ovocytes des femmes sont viables. Il y a toujours
40% à peu près qui ne sont pas viables. Mais à partir de l'âge 35, ce pourcentage commence à augmenter et par exemple à l'âge 43-44, nous sommes déjà avec 76% d'embryons porteurs d'anomalies génétiques. Et donc, le DPI sert pour identifier ce type d'embryon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une stimulation ovarienne pour prélever les ovocytes. Nous fécondons les ovocytes au laboratoire. Nous obtenons des embryons. On fait la culture de ces embryons jusqu'à J5 ou J6, c'est-à-dire au stade blastocyste. À ce moment-là, on fait un petit trou dans l'embryon et avec un système laser. Et là, on va prélever 4 cellules qui seront analysées au laboratoire. On prélève 5-6 cellules et ces cellules seront analysées au laboratoire de génétique. Au moment où on fait le prélèvement des ovocytes, de ces cellules, il faut congeler l'embryon parce que le résultat du DPI ne sera disponible que dans environ 3 semaines plus tard. Donc, on attend les 3 semaines. Si l'embryon est viable, on fait le transfert embryonnaire. Si l'embryon n'est pas viable, nous ne ferons pas le transfert embryonnaire. Et donc, ça, bien sûr, pour ça, c'est obligatoire de congeler tous les embryons qui sont disponibles pour pouvoir savoir si les embryons sont viables ou pas. Et donc, c'est la statistique que j'étais juste en train de vous montrer. Je ne sais pas si vous êtes capable de lire ce qui est marqué dans cette diapositive, mais je vous explique. On voit que du côté gauche, la probabilité d'implantation. Et donc, on voit qu'avec le DPI, le PGT1, on voit que le pourcentage d'implantation des embryons reste stable pour tout groupe d'âge. Avant 38 ans, pardon, avant 36 ans, 36, 37 ans, 38, 40, 41, 42, à partir des 40. Et donc, dans les barres jaunes ou oranges, on voit que ça, c'est le pourcentage sans DPI. Pourquoi? Parce que dans les cycles dans lesquels nous pratiquons le DPI, nous sommes capables d'identifier les embryons avec un meilleur potentiel d'implantation. Et donc, le taux d'implantation sera le même pour tout groupe d'âge. Lorsqu'ici, dans l'autre groupe de patientes, où nous avons tous les embryons, nous ne sommes pas capables de limiter les transferts embryonnaires aux embryons qui sont génétiquement viables. Et donc, la probabilité de grossesse va diminuer beaucoup avec l'âge, ce qui est normal. Bien sûr, le DPI ne va pas améliorer la qualité des embryons. Et ça, c'est une technique qui nous donne de l'information qui nous permet d'identifier les embryons plus viables et avec un meilleur potentiel d'implantation. Et ça nous permet soit prendre une décision informée dans le cas où malheureusement nous n'avons pas d'embryon viable ou bien sûr, on peut partir pour un don d'ovocytes, on peut essayer à nouveau, mais c'est une décision très importante pour les femmes qui sont dans ce type de traitement. Mais bien sûr, encore une fois, pour revenir au sujet de ce webinaire, il faut penser que tout ça serait impossible sans congeler tous les embryons. Okay? La congélation d'embryons est un outil qui est très important, que je dirais que c'est vraiment indispensable pour pouvoir pratiquer ce type de technique et pour pouvoir donner à nos patientes plus âgées les mêmes probabilités de réussite que chez les femmes plus jeunes, bien sûr, si elles ont des embryons viables. Et vous verrez que l'importance du DPI, c'est aussi du côté droit, on voit le risque de fausse couche. Avec les barres oranges, on voit que ça augmente vraiment beaucoup, lorsque pour les patients qui ont pratiqué le DPI, ça reste à peu près au même niveau. Et donc, ça signifie que les causes des fausses couches seront en principe autres que la qualité chromosomique des embryons quand nous ne sommes pas capables d'enlever les embryons porteurs d'anomalies de l'ensemble d'embryons transférés, le risque de fausse couche sera toujours élevé. Donc, il y a une autre situation dans laquelle on peut faire, il faut tout congeler et surtout, et ça
c'est fait pas mal de fois dans le contexte d'un des pays, c'est-à-dire c'est l'accumulation d'ovocytes. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, il y a des femmes qui sont un peu aux limites de sa réserve ovarienne, et donc dans ce type de cas, ce qu'on fait, c'est on va stimuler les ovocytes, les ovaires pour avoir des ovocytes. Nous congelons les ovocytes, nous recommençons une nouvelle stimulation pour augmenter le nombre d'ovocytes disponibles. Et quand nous avons un nombre d'ovocytes disponibles satisfactoire, nous pouvons déjà féconder ces ovocytes. Donc, nous congelons les ovocytes après le premier prélèvement. On recommence une deuxième stimulation. On fait la deuxième ponction et la fécondation des ovocytes frais, ceux qui étaient prélevés au début, plus les ovocytes congelés. Et donc, on va féconder tous les ovocytes en même temps, on va créer des embryons, on va faire la culture embryonnaire jusqu'au stade blastocyste, J5, J6, parfois même J7, biopsie embryonnaire pour prélever 4 cellules, congélation, c'est-à-dire vitrification des embryons disponibles, et ensuite analyse génétique des cellules prélevées par séquençage de nouvelle génération. Et bien sûr, 3 semaines plus tard, on connaît les résultats et on fait le transfert seulement des embryons viables. Il faut aussi préciser que cette idée de tout congeler est une idée qui est seulement possible parce qu'actuellement, nous avons des taux de survie à la congélation de 98%, c'est-à-dire le risque de perte d'embryon, c'est un risque extrêmement faible. Ça existe, 2%, c'est quand même un pourcentage significatif, mais en réalité, 98% des fois, les embryons survivent bien à la décongélation. Et aussi, cette dernière graphique, c'est pour vous montrer qu'en réalité, ça c'est la routine chez les cliniques de reproduction assistée de tout le monde. Par exemple, dans ce graphique qui est obtenu des autorités américaines de reproduction assistée, on peut voir que environ 70% des cycles pratiqués aux États-Unis à l'année 2015, c'est-à-dire il y a déjà 7 ans, étaient faits avec des embryons congelés. Okay? Et actuellement, ce chiffre sera sûrement supérieur parce que ça, c'est vraiment la tendance au niveau mondial parce que nous sommes tous enfoqués, très concentrés pour assurer que l'endomètre a les meilleures conditions possibles et comme la congélation a un taux de survie presque total, actuellement, on gagne plus de ce qu'on perd avec la congélation. Donc, c'est pour ça que tout congelé, c'est la tendance au niveau mondial et international. Il y a pas mal de situations dans lesquelles il faut tout congeler. Bien sûr, c'est à votre médecin, c'est au médecin qui s'occupe du traitement de prendre la décision. Il y a plusieurs facteurs à considérer, mais essentiellement, il faut penser que nous congelons tous les embryons dans les situations pour lesquelles nous sommes vraiment intéressés d'optimiser les conditions d'implantation. Euh, et donc, je dirais que pour répondre à la question de cet webinaire, la décision de tout congeler est essentiellement une décision technique qui sert pour optimiser les résultats du procès de traitement. Donc, bien sûr, nous sommes ici pour en discuter, pour répondre à vos questions, pour clarifier des choses par rapport à votre cas spécifique. Et bon, c'était un plaisir d'être ici au nom des deux cliniques, Ferticentro à Coimbra, Propriaire à Porto. Nous serons ravis de vous recevoir. Vous pouvez nous contacter si vous avez des questions supplémentaires. Je suis à votre disposition. Je souhaite une très bonne soirée à tous. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc, voilà, on passe à la partie questions-réponses. Pendant que, bon, moi, j'ai reçu quelques questions, donc je vais vous les poser. OK. Alors,
Le procès de transport et de décongélation d'embryons d'une clinique à une autre peut-elle nuire aux embryons? Euh, bon, la réponse c'est oui, mais c'est très peu probable. C'est-à-dire, actuellement, les containers que nous utilisons pour le transport embryonnaire dans tout le monde, ce type de containers sont capables de garder les embryons dans des conditions stables pendant 7 jours. OK? Donc, je dirais que si le container est bien traité et dans des bonnes conditions, si les cliniques ont fait tout ce qu'il faut pour assurer que les conditions techniques sont réunies, je dirais que ce risque est presque inexistant. Bien sûr, la décongélation d'embryons est une technique manuelle. Okay? Donc, il faut faire attention, c'est-à-dire il faut que les embryons soient décongelés par des biologistes expérimentés qui ont beaucoup d'expérience dans cette technique. Et c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours euh, pour pouvoir avoir un bon contrôle sur la technique de congélation et décongélation. C'est vraiment pas facile de le faire tous les jours, de le faire si nous ne le faisons pas tous les jours. Mais encore une fois, je dirais qu'avec des taux de survie de 98% et les centres de PMA les plus grands au niveau international ont tous ce type de taux de survie. Donc, je dirais que oui, c'est possible, mais non, c'est pas probable. Merci beaucoup. Alors, Oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit, donc oui, pendant non. que... Si on fait un DPI sur des blastocytes G5 congelés, a-t-on encore un risque de rejeter un embryon viable, surtout si nous en avons peu? Alors, si, je pense que cette question est par rapport aux embryons qui sont déjà congelés. Et donc, il y a deux types de situations. Il y a les situations dans lesquelles on fait la biopsie de l'embryon avant la congélation, c'est-à-dire à ce moment-là, nous prélevons quelques cellules et ensuite nous congelons les embryons. Et dans ce cas, c'est la procédure normale pour un des pays. Il y a aussi la situation dans laquelle un embryon a été congelé sans faire une biopsie. Ensuite, nous décongelons l'embryon pour faire la biopsie. Nous recongelons l'embryon. On attend le résultat de la biopsie et ensuite nous décongelons l'embryon à nouveau pour faire le transfert embryonnaire. C'est ce que Céline a dit entre-temps. Ils ont été congelés sans la biopsie. Bon, ça, c'est quelque chose que nous pratiquons pas mal de fois, OK? C'est-à-dire faire le DPI dans les embryons qui étaient déjà congelés, nous décongelons. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait. Euh, Actuellement, nous préférons de faire le DPI non invasif dans ce type de situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux types de DPI. Un DPI qui est le DPI classique, dans lequel on fait une biopsie avec un système laser, dans lequel on fait un trou dans l'embryon pour prélever les cellules. Et il y a l'autre biopsie, c'est l'autre type de DPI, c'est le DPI non invasif, dans lequel, après décongeler l'embryon, on met l'embryon en culture pendant un minimum de 8 heures et après les 8 heures, on congèle l'embryon à nouveau. Et on va prélever l'ADN libre qui est dans le milieu de culture et ça nous permet d'analyser le contenu génétique de l'embryon. Pourquoi est-ce que nous préférons le DPI non invasif? Bon, parce que c'est moins agressif pour l'embryon. On sait que à chaque fois que nous congelons et décongelons un embryon, on a un taux de perte de 2%. Associé directement à la biopsie, on a un taux de perte de 2% aussi. Donc, pour répondre à ces mots, il y a un risque de rejeter un embryon viable, sans doute, parce qu'on a 2% de perte pour chaque congélation et décongélation, et dans ce cas, on le ferait 2 fois. Il y a 2% de perte aussi à cause de la biopsie. Si on fait le DPI non invasif, on peut épargner
la biopsie parce que c'est quand même un geste un peu agressif pour l'embryon. Euh, D'un autre côté, ça c'est quelque chose que nous avons fait vraiment pas mal de fois avec beaucoup d'embryons. Nous avons beaucoup d'enfants nés après ce type de procédure. Bien sûr, le risque, si nous augmentons la manipulation des embryons, le nombre de procédures, etc., ça va sans doute augmenter le risque de perte d'un embryon euh, à cause d'une éventuelle mauvaise manipulation. Bien sûr, donc on ne peut jamais éviter ce type de risque, mais le risque est quand même limité dans un certain cadre. Okay? Je vous en prie, Céline. Alors, il y a quelqu'un qui écrit, donc pendant, si ça vous va, j'ai reçu une autre question, donc je vais Oui, la oui, oui, je suis poser. disponible. Est-ce que les embryons sont congelés ensemble? Si deux embryons sont congelés dans une paillette et que vous voulez en décongeler un seul pour le transfert, devez-vous décongeler l'autre ou est-il possible d'en retirer un seul pour la décongélation, même s'ils sont dans la même paillette? Alors, chez Ferticentro, nous congelons les embryons individuellement. Okay? Au passé, il y a peut-être 10 ans, nous et la plupart des cliniques, à cette époque, on congelait les embryons ensemble parce que le taux de survie n'était pas à 98%, c'était à 60-70%. Actuellement, c'est plus la réalité. Donc, euh, oui, nous congelons, c'est-à-dire non, nous ne congelons pas les embryons ensemble, mais oui, si deux embryons sont congelés ensemble, il faut décongeler les deux. C'est pas possible de décongeler seulement un seul embryon. C'est-à-dire parce que on sait que les embryons sont congelés à moins 196 degrés. Et donc, si pour décongeler un embryon, il faut prendre la paillette et amener la paillette à la température euh, normale, c'est-à-dire 20 degrés au laboratoire. Et donc, l'embryon sera automatiquement décongelé. Okay? Donc, c'est pas possible de décongeler seulement un des deux parce que nous ne pouvons pas manipuler une paillette à moins 196 degrés. C'est techniquement pas possible de décongeler qu'un seul embryon d'une paillette dans laquelle deux embryons ont été congelés. Mais encore une fois, la congélation et décongélation et récongélation, c'est-à-dire la congélation, décongélation et récongélation est quelque chose que nous avons fait pas mal de fois et qui fonctionne bien sûr avec un taux de perte supérieur à une situation dans laquelle nous ne congelons et décongelons qu'une seule fois, mais c'est quelque chose qui, même ainsi, la probabilité de survie est beaucoup supérieure à la probabilité de survie de la congélation il y a 10 ans. Donc, les choses ont beaucoup changé dans la dernière décade dans la PMA. Merci beaucoup. Je vous en prie. Quel est l'intérêt de faire un cumul d'ovocytes si l'on n'a pas recours au DPI? Ne sont pas-ils plus sensibles à la décongélation que les blastocytes? Euh, alors, euh, bon, l'intérêt de faire un cumul d'ovocytes, c'est parce que ça permet d'optimiser un peu les choses. C'est-à-dire, euh, et c'est vrai que les ovocytes sont plus sensibles à la décongélation, sans aucun doute. Alors, donc, pour répondre, l'avantage de faire un cumul d'ovocytes, c'est que ça permet d'augmenter le nombre d'ovocytes disponibles pour l'ICSI. C'est un avantage essentiellement économique, okay? Parce que le coût de féconder un ovocyte est le même coût que de féconder 20 ou 30 ovocytes. C'est une seule procédure. Et donc, si on fait le prélèvement, imaginez, de deux ovocytes, nous fécondons ces deux ovocytes.
pour créer les embryons. Et nous congelons les embryons pour cumuler ces embryons. Ensuite, si on fait une deuxième stimulation pour prélever 3 ovocytes, par exemple, il faut faire une nouvelle ICSI pour ces 3 ovocytes. Donc, les patients payent 2 fois la procédure d'ICSI. Si nous congelons des ovocytes, ensuite on fait une nouvelle stimulation, nous prélevons 2 ou 3 ovocytes plus, et une troisième stimulation, 1 ou 2 ovocytes plus, ça nous permet d'abord d'éviter de faire plusieurs fois la procédure d'ICSI pour épargner un peu d'argent. Et surtout, même sur le point de vue éthique, c'est toujours préférable de garder les ovocytes et congeler et féconder à la fin que de créer des embryons qui ne seront immédiatement pas utilisés, ensuite des nouveaux embryons, etc. Donc, mais essentiellement, c'est une question économique. La deuxième partie de la question, si les ovocytes sont plus sensibles à la décongélation pour les blastocystes, oui. Pour les ovocytes, on a 90% de survie à la décongélation, lorsque pour les blastocystes, on a 98%. Il y a une différence de 8%, ce qui est quand même importante. Merci beaucoup. Alors, moi, je n'ai plus de questions et je ne sais pas s'il y a encore des questions. Donc, on va attendre un petit peu. Bon, je pense. Bien. Il ne semble pas avoir d'autres questions. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était un plaisir d'être ici, de pouvoir participer dans vos webinaires. Et voilà, je suis enchantée d'être ici. Merci, merci. Alors, la semaine prochaine, il y a la docteure Zineb Meski qui viendra nous parler sur les échecs d'implantation. Donc, venez nombreux. Et merci à tout le monde. Et je vous rappelle la partie donation et volontariat, s'il vous plaît. On vous remercie en avance. Et voilà. Donc, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.